Paul. Mais non, mais ils vivent pas ensemble, c'est pas parce qu'on les a ensemble qu'ils vivent ensemble. Bien-être et santé du corps. Ah, ça, j'aime ça. Mais c'était pas ça qu'on avait hier. Annie Fernand. Ah non, on a Ouais, pratiqué non. ça tantôt, c'est pour ça, ouais. Et Non, on fait des surtout, répétitions. ne le renverse pas. Oui, on en a parlé un petit peu hier. Je reviens avec des réactions autour du défi 28 jours sans alcool. J'ai voulu voir ce que les gens en disaient dans les médias et on dirait qu'ils disent pas mal comme nous hier, c'est-à-dire ça les excite pas, surtout en temps de confinement. C'est le cas de Sylvain Bouchard du FM 93. Moi, d'ailleurs, je propose, en termes politiques un peu, là, un moratoire. J'aimerais faire un moratoire sur le défi 28 jours. Donc, il veut faire un moratoire sur un moratoire de boire de l'alcool. 2 moratoires, un par-dessus l'autre, ça s'annule évidemment. Donc, méchante brosse en perspective. Jérôme Blanchet-Gravel, lui, c'est pas un fan du concept non plus. Il nous a expliqué à Cube Radio que le défi 28 jours, c'était fortement lié à l'aseptisation des cerveaux. Tu fais un lien avec la septisation des cerveaux, la septisation des idées, du langage, du corps humain aussi. Tout ça, c'est un genre de nouveau puritanisme. Exactement, oui, on est dans une sorte de puritanisme alimentaire, chasteté alimentaire. La chasteté alimentaire. Enfin, on veut c'est maigrir pour pouvoir rentrer dans notre nouvelle ceinture de chasteté, j'imagine. Donc après, là, on peut plus rien dire. Maintenant, on peut plus rien boire ni manger. Mais ça, les auditeurs du Grand Écart le savent déjà. Son rival en matière de fusionner des concepts, Mathieu Bock-Côté, lui, utilisait le même genre de métaphore autour du puritanisme. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui relève du puritanisme. Autant les prêtres, j'aime bien quand ce sont des vrais prêtres, mais les curés partout qui décident de nous dire quoi faire de notre vie, ça m'exaspère au possible. Donc, Mathieu Bock-Côté n'aime pas que les curés nous disent quoi faire de notre vie, à moins que ce soit des vrais curés, parce qu'eux, ils les aiment bien. Aucun lien avec les curés, mais selon lui, le problème avec le défi 28 jours sans alcool, c'est que les gens s'en servent pour se sortir la vertu en public. Je pense qu'il y a aussi là-dedans, c'est pas que ça, on met tous le dos des réseaux sociaux, bien qu'ils aient quand même une grande responsabilité. C'est une forme d'exhibitionnisme vertueux. C'est la vertu ostentatoire, comme tu dis, c'est cette espèce de signalement moral en permanence. L'exhibitionnisme vertueux, encore un autre concept, comme ces messieurs en imperméable qui se promènent dans la ville pour montrer leur petite vertu aux passants. Une idée qui répond probablement à un autre concept de Jérôme Blanchet-Gravel qui, lui, a bien analysé les bananes dégoulinantes qu'on retrouve sur le gram, comme disent les jeunes. On vit un sommet culinaire actuellement, c'est partout sur Instagram, on voit c'est des photos en gros plan, les sundaes, des goulinants, les bananes trempées dans le chocolat noir. Il y a une espèce de, face à cette espèce d'esprit rabelaisien-là, qui est une sorte de pornographie alimentaire là, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous donne faim, Jean-Sébastien? Oui, ça donne faim. La pornographie alimentaire. Et là, vous allez me dire, ils sont interchangeables, ces deux gars-là. Non, parce que Mathieu Bock-Côté, lui, il chante. Il n'y a pas de mal, on dit dans une société de l'exhibition, très bien qu'on montre un peu de peau, mais pas trop quand même. Là. Je dirais, à un moment donné, j'espère en plus ces mouvements d'enthousiasme collectif artificiel où tout le monde, tu sais, c'est sur le mode, nous autres, on est pépé, eux autres, sont pas pépé. Hey. Évidemment que Mathieu Bock-Côté connaît tous les classiques scouts, mais je pense qu'avant qu'on manque de pep, on va changer de sujet parce que toujours dans le domaine de l'alimentation, il y a Denis Gravel de Radio X qui a voulu commenter la nouvelle voulant que le thon dans les sandwichs de Subway en Californie serait pas du thon, mais une concoction de toutes sortes d'affaires. Une nouvelle qui est arrivée quelques semaines après qu'un juge en Irlande ait décrété que le pain de Subway, c'est pas vraiment du pain. Mais lui, Denis, oui, ils ont décidé ça en Irlande. Ils ont fait un test, c'est pas vraiment du pain. Mais Denis, lui, il s'en sacre. Moi, les sandwichs Subway au thon, je les aime, j'en mange. J'apprends aujourd'hui qu'il n'y a peut-être pas de thon dans mon Subway au thon. Et ça me fait pas un pli. Je m'en fous que ce soit faux. D'abord que c'est bon, on dirait le slogan de sa station de radio. Mais il trouve pas important, lui, non plus de connaître l'origine ou la qualité du produit. Moi, quand je mange du poulet, je me demande pas si c'est du poulet. 2, je me demande pas s'il a été élevé en écoutant du Mozart puis du Beethoven dans une ferme où il y a la distanciation sociale. Je suis peut-être un gros sauvage, mais moi, c'est pas des questions qui me passent par la tête. On s'en sac que le poulet. J'aimerais vraiment ça pouvoir réécouter celle-là, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Moi, quand je mange du poulet, je me demande pas si c'est du poulet. 2, je me demande pas s'il a été élevé en écoutant du Mozart puis du Beethoven dans une ferme où il y a la distanciation sociale. Je suis peut-être un gros sauvage, mais moi, c'est pas des questions qui me passent par la tête. On s'en sac que le poulet. Écoutez, du Beethoven. Du Beethoven. Ma grand-mère disait ça, Mozart, c'était son patois. Du Mozart, puis Mozart, du c'est une chose. Beethoven. Après ça, du Beethoven. Elle ne faisait pas de la radio, votre grand-mère. Non. En même temps, c'est rare que je demande si mon sandwich au thon a déjà écouté du Manet.
Beethoven. Je pense pas mal sûr que Mailer. Denis Gravel choisirait, lui, un poulet qui a écouté du Metallica. Par contre, il faut dire que Denis Gravel nous disait récemment qu'il y avait une nouvelle conception de la réalité. Petit montage d'une discussion sur la vérité. Là, je veux pas lancer un autre débat à côté du débat. Je suis même plus sûr que je crois à la vérité. Je suis tellement content que tu ailles là. Parce que... C'est quoi la vérité? Exactement. Il y a autant de vérités que d'individus. Non. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont factuelles, mais même les choses qui sont factuelles, à un moment donné, c'était factuel que la Terre était plate. Oh, oui. Tu sais, à un moment donné, c'était factuel que la Terre était au centre de l'univers. À un moment donné, c'était factuel de fumer une bonne clope pour faire partir une toux. Oui! C'est doux pour la gorge. Moi, personnellement, je crois plus personne parce que je crois plus en grand-chose relatif à la vérité. Voilà. Des choses relatives à la Vous vérité. avez posé cette question-là, Olivier, cette semaine en réunion, puis je ne savais pas pourquoi. Avez-vous déjà entendu ça, que de fumer une clope, ça aidait à la toux? Ben, oui, probablement que dans les années 40, 50, 60, tu sais, ça devait être vendu comme ça, mais c'est parce que le truc, c'est qu'il mélange les faits et tu sais, la propagande, à quelque part. Je veux dire, c'est ça qui est niaiseux. C'est ça, ça a toujours été un fait que la Terre était ronde, je pense. Pas mal sûr. Est-ce qu'ils connaissent le terme sophisme aussi? Ouais. Mon Dieu. Ah, voilà. Ah, mon Dieu. Donc, Ça c'est un peu dangereux de penser comme ça parce que si les gens commencent à penser que la loi de la gravité, par exemple, c'est une opinion personnelle, on risque de voir beaucoup plus de morts qu'avec la COVID. Sad but true, Jean-Philippe. Finissez ça là-dessus? Ah ouais. Ah, mon Dieu que c'est gentil, ça. C'est-tu la vérité, ça, ou c'est votre C'est un très, vérité? très beau travail.